Merci de nous retrouver pour ce deuxième débat dans le cadre de ce deuxième e-workshop croisière. On va, après avoir examiné les conditions de la reprise avec les représentants des différents clubs croisières de la région sud, on va voir ce qu'il en est de la reprise de l'activité croisière et de l'engagement environnemental, cette fois avec les armateurs. On parlera aussi des prévisions pour 2022. Je vais vous présenter nos experts, nos invités pour cette rencontre, ce débat. Herminio Esquena, qui est président de CLIA France, vous savez, hein, c'est l'association des compagnies de croisière. Patrick Pourbet, qui est directeur général France, Belgique, Luxembourg de MSC Croisière. Raphaël D'Ambrosio, qui est vice-président France et Europe du Nord de Costa Croisière. Hervé Belaïch, qui est directeur général adjoint de Ponant, et Léo Bellman, qui est directeur général d'Agis Ship dans le domaine du fluvial. Merci à tous les cinq d'être avec nous. Pour celles et ceux qui nous suivent, je vous rappelle que vous pouvez, bien sûr, via le chat, poser des questions, et c'est Ophélie Tollary du Club Croisière Marseille-Provence qui se fera votre porte-parole tout au long de ce rendez-vous. Herminio Esquena, donc vous représentez la CLIA, l'association des compagnies de croisière, les armateurs qui ont travaillé ensemble pour ce redémarrage, la création du protocole. Où on en est aujourd'hui? Est-ce qu'on peut rappeler le travail qui a été fait pendant cette période d'arrêt avec la reprise? Comment vous avez travaillé et où est-ce qu'on en est aujourd'hui? En effet, CLIA, donc l'association des compagnies de croisière, a été au cœur des négociations. On peut les définir ainsi, avec les autorités sanitaires et les autorités nationales et régionales pour la reprise de l'activité de croisière en France et en particulier depuis Marseille. Mais je reviendrai sur la spécificité du port de Marseille. Depuis le début de celle qui était encore une épidémie et qui s'est transformée en pandémie et qui a affecté, je dirais, la planète entière. Cela s'est fait par la création, en effet, d'un protocole qui a été défini par les armateurs d'une manière totalement concertée, qui a montré sa robustesse, son efficacité et qui s'est inspiré à la fois des directives qui venaient du travail de la Commission européenne, mais je dirais que ce travail d'inspiration a été aussi dans l'autre sens, puisque nous avons eu la possibilité de travailler exactement avec les mêmes experts qui ont défini les règles de l'Union européenne, qui ont été cristallisées dans un document qui s'appelle European Healthy Gateways. Et à partir de ces considérations, avec une volonté farouche de créer les meilleures conditions de confort pour la reprise, l'ensemble des compagnies membres ont proposé aux différents États, d'abord de l'Union européenne et en particulier de la Méditerranée, pour en arriver finalement aux autorités françaises via la CLIA, de quoi créer justement les conditions de reprise. Cela s'est fait, tout particulièrement, je le disais en propos liminaire, au départ de Marseille en juillet dernier. Marseille, pour des raisons très évidentes, c'est le premier port croisière de France et c'est là où toutes les conditions pour que ce protocole puisse être d'abord testé et validé en conditions réelles par les armateurs, mais aussi par les autorités sanitaires, par les autorités préfectorales, pouvaient se retrouver. Et d'ailleurs, depuis cette reprise, le constat est bien là, avec plus de 120 000 passagers qui ont transité par le port de Marseille, toutes compagnies de croisière confondues, la robustesse que j'évoquais tout à l'heure, l'efficacité du protocole mis en place par toutes les compagnies, avec des degrés qui sont pas si différents que ça, puisque c'est juste des adaptations par rapport aux différents paquebots qui ont été positionnés à Marseille par des compagnies comme le Ponant, comme Costa, comme EBC, mais aussi d'autres, mais il y a une homogénéité. Et cette homogénéité a fait la vigueur de ce protocole qui est connu et reconnu comme étant le plus efficace dans le monde du loisir. Voilà, c'est ça, Herminio, c'est important de le rappeler pour celles et ceux qui nous écoutent. Le protocole qui est appliqué aujourd'hui, c'est vraiment une garantie pour les touristes, pour les croisiéristes, d'une sécurité maximale
qu'on ne retrouve pas dans un resort à terre, dans un centre de vacances, dans d'autres lieux de tourisme qui accueillent plusieurs centaines de personnes. En effet, ce sont des conditions de maîtrise sanitaire qui sont inédites et que seuls, je dirais, les armateurs de croisière pouvaient proposer. Et c'est encore aujourd'hui le cas. Je me permets néanmoins de rappeler que les mesures qui sont déployées par les armateurs sous le parrainage de la CLIA ne concernent pas que les croisiéristes ou les personnels navigants des compagnies de croisière, mais également les populations qui nous accueillent. C'est-à-dire le protocole qui est déployé aujourd'hui veut créer une étanchéité autour du bateau, bien évidemment, mais aussi une sécurité sanitaire pour les populations qui nous accueillent. Et c'est dans cet esprit-là que nous continuons à travailler. Et c'est vrai que les moyens dont les armateurs peuvent disposer et qui volontairement ont été déployés, ce sont des moyens inédits qui vont du personnel médical aux infrastructures, parce que, bien évidemment, nous n'avons pas de quoi arrêter le virus, mais nous avons mis en place des dispositifs pour avoir un niveau de détection qui nous permet d'avoir cette maîtrise. D'ailleurs, même aujourd'hui où les vaccins sont copieusement répandus dans la plupart des pays du monde, en tout cas de la Méditerranée et en France, le protocole des armateurs fait que nous continuons à tester avant l'embarquement pour avoir justement cette sécurité sanitaire supplémentaire. Justement, par rapport à ça, parce que là encore, moi, je suis très soucieux de la bonne compréhension de ce dispositif sanitaire pour celles et ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas obligatoirement partis en croisière, mais même s'ils sont très intéressés par la croisière. On va écouter les armateurs, parce que là, je pense que c'est vraiment important. On va faire un tour de table rapide. Raphaël D'Ambrosio, sur les paquebots de Costa, et Herminio Esquena le disait, qui arrivent notamment à Marseille. Vous pouvez très rapidement nous dire ce protocole, il se décline comment à partir du moment où le passager arrive dans le port? Et bien sûr, bonjour à tout le monde. Mais si on fait le chemin client de le protocole, la première chose, le client a fait une réservation, il doit faire un check-in pour faire une déclaration de santé. Dans cette check-in, c'est une communication que le client va recevoir. Il a un créneau horaire dans lequel il se doit présenter à le port d'embarquement. Ça pour éviter, bien évidemment, la congestion. Et je fais écho à Herminio par rapport au fait que le protocole va intéresser toute la filière qui travaille avec nous. Après, il y a un dépistage. Le dépistage, c'est un dépistage qui est fait avec un test antigénique qui est à la charge de Costa. Une fois que vous êtes négatif, vous pouvez monter à bord. Une fois que vous êtes à bord, okay, les vacances commencent et vous êtes dans le bateau où tout le monde était testé négatif. Le port du masque est obligatoire. Les gestes barrières sont respectés. Et à partir de ça, on fait aussi un test à demi-croisière, ça pour effectivement revalider, si vous voulez, aussi toutes les activités qui sont faites avant l'embarquement. Okay. Et après, on peut dire, on retrouve sur le bateau les activités, le respect des gestes barrières qui sont assez normales. C'est un point que je veux souligner qui est assez important. Néanmoins, le protocole qui est assez costaud. Néanmoins, le respect strict de cette disposition dans le bateau comme dans les excursions, parce que aussi les excursions… On va parler, Raphaël, on va parler des excursions après, parce que c'est une vraie problématique pour un vacancier qui part en croisière. Ces excursions, c'est quand même un point important, puisque c'est la moitié du temps sur les escales. Je vous laisse poursuivre. Oui, bien sûr. Mais ça pour dire que néanmoins, ce protocole qui est assez important et assez costaud, je veux rassurer tout le monde que les clients sont assez satisfaits. Vous êtes en vacances en toute sécurité. Patrick Pourbet, pour MSC, j'imagine que la déclinaison est identique, avec là aussi, c'est important parce que Raphaël l'a rappelé, c'est ce test en milieu de croisière qui permet de valider. Donc, vous appliquez exactement la même chose, hein, Patrick, pour MSC. Oui, oui, tout à fait. Raphaël a bien expliqué la procédure. J'ajouterais peut-être le prérequis qui est ce que nous imposent les gouvernements des différents ports où nous embarquons. Donc, ça veut dire qu'on demande en effet que les gens soient équipés de leur passe sanitaire pour embarquer à Marseille, par exemple. Et puis,
Et puis, en effet, donc c'est la même. Alors attendez, Patrick, ça c'est un point important. Pass sanitaire requis pour MSC pour embarquer à Marseille. C'est le cas pour Costa? Oui, c'est un dispositif qui est demandé dans les autorités d'avoir le pass sanitaire pour les embarquements. Voilà, il faut bien faire la part des choses entre les prérequis gouvernementaux et puis le protocole de la compagnie. Parfois, il y a une confusion entre les deux, donc c'est important de bien le préciser. D'accord. Sachant que le protocole de la compagnie est plus exigeant que ce que nous imposent les gouvernements. D'accord, donc le test en milieu de croisière, les mesures barrières à bord. Les équipages qui sont vaccinés, je rajouterai également, c'est important de le savoir. Donc aujourd'hui, c'est une réalité. Donc tous les équipages sont vaccinés. Et donc, ça permet en effet d'avoir cette barrière. Et c'est vrai, comme le disait Raffaele, nos passagers sont très heureux. Il y a une appréhension, en fait, avant de partir en croisière, et on la comprend. Est-ce qu'on sera vraiment en vacances et tout? Et quand les passagers sont à bord, les commentaires des passagers qui suivent la croisière le démontrent de façon très, très évidente. C'est que les gens sont très satisfaits. C'est une bonne surprise, en fait. Tout fonctionne à bord. Bien sûr, on a le port du masque quand on circule, mais on a l'habitude, c'est ce qu'on vit tous les jours depuis un bon moment maintenant, donc il n'y a pas de surprise. Et finalement, en effet, on retrouve le plaisir de la croisière. On va revenir tout à l'heure sur cette notion de plaisir à bord avec les activités, sur les excursions aussi. Hervé Belaïch, pour Ponant, vous avez été, vous, un peu de par la taille de vos bateaux, de par les destinations que vous pratiquez, vous avez été, entre guillemets, un des pionniers, puisque vous avez tenté au début d'imposer la vaccination obligatoire pour tous les passagers, pour avoir un environnement encore plus safe pour celles et ceux qui voyageaient sur vos bateaux. Et puis, ça n'a pas été possible de continuer. Où vous en êtes aujourd'hui par rapport à ce protocole? Déjà, Ponant, c'est un acteur avec des bateaux de petite capacité qui, globalement, fait un tiers de son activité en Antarctique, un tiers en Méditerranée, un tiers en Asie. Cet hiver, c'est essentiellement en Antarctique. L'Antarctique, pour aller en Antarctique, il faut être vaccination obligatoire. Donc aujourd'hui, sur tout cet hiver, toutes les activités de Ponant, c'est 100% des équipages vaccinés et 100% des clients vaccinés également. En amont, pour prendre l'avion, parce que le bateau vous attend à Ushuaia, etc. Donc, pour prendre l'avion, il faut avoir un test PCR. Et on fait un test antigène à l'embarquement. Donc, en fait, on a ces 4 barrières-là, test PCR, vaccination, test PCR, test antigène. Et ensuite, à bord, évidemment, les gestes barrières. Donc, aujourd'hui, pour répondre à votre question, c'est effectivement vaccination obligatoire pour tous les départs de cet hiver. Léo Bellman, pour Agiship, sur le fluvial, c'est le même protocole, la déclinaison du même protocole que pour le maritime? Oui, bonjour à tous, à toutes. Effectivement, on est sur les mêmes protocoles sanitaires à quelques détails près. Simplement pour rappeler un petit peu l'envergure des paquebots fluviaux, on est entre 130 et 200 personnes embarquées à bord, avec 40 à 50 membres d'équipage, sur différentes nationalités et différents fleuves. Aujourd'hui, on a 54 paquebots qui circulent sur les voies, navigables d'intérieur françaises, et ça permet en fait, si vous voulez, d'avoir une uniformisation du protocole. Ce qui a été important pour nous, par contre, c'était d'uniformiser aussi au niveau européen. Donc, c'est là où, effectivement, CLIA a joué un rôle. IG River Cruise aussi a joué un rôle, et bien sûr E2F, qui est entreprise fluviale de France, et qui a mené les négociations avec toutes les personnes que vous voyez aujourd'hui. Je voudrais qu'on revienne, avant d'aborder la problématique des excursions et la façon dont vous les avez organisées les uns et les autres, les excursions, mais aussi la possibilité ou non, mais a priori non pour l'instant, des passagers de descendre en solo lors des escales, en tout cas pour Costa et MSC, pour Ponant et le fluvial, c'est un petit peu différent. Tout à l'heure, Patrick Courbet, vous parliez de notion de plaisir à bord des bateaux qui est préservé. Raffaele D'Ambrosio parlait de vacances. Est-ce que vous nous disiez, Patrick, que les retours des clients sont bons? Est-ce qu'il y a des activités pendant cette période qu'on pratique habituellement
sur une croisière, c'est-à-dire avoir des cours de danse, aller en discothèque, avoir des fêtes à l'extérieur du bateau parce que on aime bien danser, écouter de la bonne musique sur le pont d'un bateau. Est-ce que la restauration à bord a subi des modifications pour répondre à ces protocoles? Est-ce que cette notion de plaisir, en tout cas quand on est à bord, on viendra après sur les excursions, est-ce que cette notion de plaisir, parce que je pense que c'est une question que se posent beaucoup de celles et ceux d'entre nous qui sont avec nous ce matin, est-ce que cette notion de plaisir est réellement préservée, Patrick? Alors oui, ce sont nos clients qui le disent, donc on les croit bien évidemment. C'est une bonne surprise en fait quand ils pensent avoir beaucoup plus de restrictions avant de monter à bord. Quand ils sont à bord, ils se rendent compte qu'en effet, il y a beaucoup de choses qui sont disponibles comme sur une croisière habituelle avant crise. Alors bien sûr, ce qui nous guide dans toutes les activités à bord, c'est le respect des distanciations physiques hein, qui sont importantes. On connaît ça, on le vit en ville, hein, c'est la même chose finalement. Mais donc oui, on peut faire beaucoup de choses finalement sans ces restrictions. Et donc, la vie à bord reste très agréable et donc le plaisir, il est retrouvé avec, je dirais, une notion supplémentaire. Et ça, c'est intéressant de le constater puisque là, maintenant, vu le grand nombre de passagers, hein, chez MSC, on a plus quasiment sur la totalité, on a dépassé les 150 000 passagers qui ont voyagé. Et donc, on a vraiment maintenant un peu de matière pour comprendre réellement le sentiment des passagers. On se rend compte que ce qui a aussi prévalu dans leur décision de partir en croisière, c'est le sentiment d'avoir un endroit où on est réellement préservé. Donc, l'effet bulle rassure absolument et on le constate. Cet été, par exemple, on a eu beaucoup plus qu'habituellement, beaucoup plus de familles avec enfants. Ça, c'était un peu surprenant. Et donc, on a analysé et on s'est rendu compte, en effet, que le côté sécuritaire est plus important que sur d'autres produits à terre, a joué un rôle important. Raphaël D'Ambrosio, vous confirmez ce que dit Patrick Bourbet sur le plaisir des vacances à bord d'un méga paquebot de croisière, d'un paquebot de croisière? Oui, oui, c'est totalement confirmé. Et on a le même constat. On a le même constat. Il faut aussi dire que le remplissage réduit à 70%. On est parti avec un remplissage à 50%, après 70% a quand même aidé, même à avoir, comment dire, les meilleures conditions possibles pour avoir des services et des retours clients qui étaient vraiment à de grands niveaux. Si je peux faire un commentaire par rapport à ce discours des excursions, des limitations, il y a quand même une problématique qu'il faut discuter et qui c'est pour nous évident. Il y a des clients qui attendent de réserver. Alors, si bien sûr les retours sont assez positifs pour les clients qui acceptent les règles du jeu, ils décident de monter à bord et ils acceptent bien le protocole et ils sont conscients, sont informés. Il y a aussi une partie des clients qui attendent un peu, disent OK, j'ai bien compris, OK, et je réserverai après. Alors, c'est un sujet qu'il faut aborder, c'est un sujet qu'il faut discuter, il faut le caler dans le contexte, ça c'est bien sûr, mais je vois qu'on aura des évolutions sur cette partie. Okay. On va voir, on va en parler parce que c'est important. Hervé Belaïch, vous, de par les destinations et la taille de vos bateaux, est-ce que déjà les premiers retours, alors c'est vrai que l'expérience quand on part en Antarctique alors j'ai pas eu la chance de le faire, hein, mais quand on part en Antarctique sur le commandant Charcot ou sur un autre de vos bateaux, j'imagine que la notion de plaisir, elle est entière et que le Covid, finalement, les contraintes liées au Covid, elles passent vraiment au second, voire au troisième plan, non? Alors oui, si ce n'est que parce que les gens sont aujourd'hui habitués au port du masque, aux gestes barrières, etc. Maintenant, c'est vrai que on est toujours vigilant parce qu'en Antarctique, plus qu'ailleurs, il faut être hyper précautionneux du respect de l'environnement, du respect des enjeux locaux, etc. Donc, on fait attention à ça. Par contre, effectivement, le format des croisières, Léo parlait du dimensionnement. Chez Ponant, c'est globalement 150 clients également par croisière et 150 staff. Et donc, du coup, on a des sorties en Zodiac à chaque fois, tous les jours, 2 fois par jour, dans des zones reculées où on voit finalement pas de population. En Antarctique, vous ne voyez pas de population, personne qui habite là-bas. Donc, vous faites des sorties en Zodiac, vous voyez des animaux, la faune, etc.
Mais donc, du coup, vous avez quand même le masque. Donc, évidemment, la notion de plaisir est au premier plan, mais il ne faut pas oublier ce terreau important et ce filet de sécurité. C'est-à-dire qu'en fait, on ne lâche pas, on ne relâche pas la vigilance sur les gestes barrières et sur, même si on a ces 4 barrières dont j'ai parlé précédemment, qui pourraient nous dire, voilà, on relâche un peu, tout le monde est vacciné. Voilà. On pourrait relâcher, on ne relâche pas. Et pour autant, et on a commencé les croisières en Antarctique, on a été le premier opérateur au monde. Cocorico a opéré en Antarctique depuis maintenant 1 mois, depuis le Covid, depuis 1 an et demi. Et premier bateau français qui va sur place. On a eu les retours. Les clients en fait sont dithyrambiques parce qu'en fait finalement ils n'ont aucune envie, c'est de revoyager, c'est de revivre. Et finalement ces gestes barrières dont ils sont habitués finalement dans leur vie civile, lorsqu'ils sont en vacances, c'est assez naturel. Donc le plaisir est vraiment la valeur principale de ce qui se passe en ce moment, effectivement. Léo Bellman, sur le fluvial, avec la spécificité, contrairement à Ponant, qui emmène les passagers dans l'Antarctique, où vous êtes sur les fleuves avec des escales quasi en centre-ville. Est-ce que cette notion de plaisir, on va dire de cette slow croisière, en fait, elle est maintenue, cette notion? Tout à fait, oui. On a ressenti une vraie envie de voyager, comme disait Hervé, mais dans le respect des règles du jeu. Et ça, c'était très important. Il y a une grosse pédagogie qui a été faite aussi de la part des tours opérateurs pour que les clients soient rassurés dès le début et puis puissent avoir vraiment un moment à bord qui soit privilégié. Et je rejoindrai d'ailleurs Raphaël sur le fait qu'il y ait eu moins de clients à bord. Ces clients-là se sont sentis privilégiés, choyés. On a pris soin d'eux. Et ça, je pense que pour eux, ça a vraiment évoqué l'envie de voyager, l'envie d'avoir justement du plaisir de voyager. Sur les fleuves, c'est un peu différent. C'est vrai que sur maritime, on a beaucoup plus d'excursions à terre, on a beaucoup plus d'escales sur, par exemple, les 500 km de navigation Ronson. On a à peu près 31 escales, donc on est très souvent dehors. Mais on a senti vraiment cette envie de redécouvrir les villes, redécouvrir les produits locaux. Et ça, c'était le plaisir retrouvé d'une grande partie de notre clientèle, essentiellement européenne cette année, mais avec les Américains qui sont revenus petit à petit au mois de septembre. Voilà. Herminio Esquena, vous qui êtes en négociation en relation au nom des compagnies de croisière adhérentes à CLIA, avec les institutions des différents pays, Espagne, Italie, France, j'en passe, les meilleurs. Aujourd'hui, où on en est? Alors, c'est vrai qu'en France et dans certains pays européens, on a une recrudescence de l'épidémie. Les derniers chiffres font état de 30 000 cas, en tout cas pour hier soir, avec la prise en compte du week-end. Vous me disiez que vous aviez rencontré la semaine dernière les autorités avec une volonté de desserrer un petit peu l'étau, mais compte tenu de ces derniers éléments et de ce qui est probablement une accélération de la pandémie, dans quel état d'esprit vous êtes par rapport à ce desserrage de l'étau? Et ensuite, on parlera des excursions parce que c'est important. Alors, avant même d'essayer de vous apporter quelques éléments de réponse, je reviens sur quelque chose qui a été dit tout à l'heure, je crois bien, par Patrick Courbet, c'est que le protocole sanitaire qui est déployé par les compagnies de croisière ne peut pas se passer néanmoins des réglementations nationales, voire même internationales, qui existent. Et donc, cette recomposition, elle est permanente. Et donc, on doit se conformer également à l'évolution sur les différents territoires. Pour en arriver justement au point que vous évoquez, quand nous avons élaboré le protocole sanitaire pour la reprise, qui s'est faite d'ailleurs en France depuis juillet 2021, mais je rappelle que Hervé Belaïch le disait tout à l'heure, il y a des compagnies qui ont commencé plus tôt avec des phases d'expérimentation. Il y en a d'autres qui ont commencé déjà en août 2020 avec la mise en place déjà des règles qui sont devenues celles des protocoles